Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, le candidat du Parti démocratique populaire, Atiku Abubakar, a choisi son colistier en vue de la présidentielle de 2023. En cas de victoire, Ifeanyi Arthur Okowa sera son vice-président. L'ancien sénateur de confession chrétienne qui occupe actuellement le poste de gouverneur de l'État du Delta. Tension diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le gouvernement congolais qui accuse les autorités rwandaises de soutenir les rebelles du M23 envisage de suspendre tous ses accords avec Kigali. Et puis une enveloppe de 220 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'eau potable à Madagascar. C'est le montant d'un accord conclu entre la Grande Île et la Banque mondiale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, climat politique tendu au Sénégal à l'approche des élections législatives. Des policiers ont été déployés ce vendredi aux abords du domicile de l'opposant Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF qui avait appelé ses partisans à manifester ce vendredi, bien que cette mobilisation avait été interdite par le préfet de Dakar qui avait invoqué des menaces de troubles à l'ordre public. De nombreux Sénégalais ont bravé cette interdiction. Ils se sont mobilisés pour protester contre la décision du Conseil constitutionnel. La juridiction avait invalidé la liste nationale des titulaires de la coalition Yewi Askanoui, une mesure qui écarte donc Ousmane Sonko et d'autres figures de l'opposition du scrutin législatif. Au Nigeria, les partis politiques se préparent à l'approche de l'élection présidentielle. Ce 16 juin, le principal candidat de l'opposition, Atiku Abubakar, a choisi son colistier en vue de ce scrutin prévu pour 2023. Il s'agit de Ifeanyi Arthur Okowa, l'actuel gouverneur de l'État du Delta. Plus de précisions dans ce sujet de Gradiela Tchakounte et Océane Kwasi. Atiku Okowa. C'est le ticket du Parti démocratique populaire pour la présidentielle de 2023 au Nigeria. Le principal candidat de l'opposition a annoncé le choix de son colistier lors d'un point presse ce jeudi à Lagos. Ifeanyi Okowa, chrétien de 62 ans, est actuellement gouverneur de l'État du Delta. Il sera donc vice-président en cas de victoire. Laissez-moi vous dire que la personne que j'ai choisie en tant que colistier possède toutes ces qualités. Il représente le futur auquel la jeunesse aspire et mérite. C'est un gouverneur dévoué qui a prouvé à travers sa conduite que gouverner est avant tout être au service du peuple. Sans surprise, c'est un colistier originaire du sud du pays, majoritairement chrétien, qui a été choisi par Atiku Abubakar dans le souci de se conformer aux équilibres géopolitiques dans un pays qui compte plus de 250 groupes ethniques et où les tensions communautaires sont récurrentes. Je remercie Dieu pour ce privilège rare et j'apprécie notre porte-drapeau, son Excellence Atiku Abubakar et d'autres dirigeants de notre parti pour ce grand honneur. Je m'engage à me joindre à son Excellence Alhaji Atiku Abubakar, aux dirigeants et aux parties prenantes de notre parti et à tous les Nigérians patriotes pour sauver notre pays du précipice. Encore faudra-t-il remporter le scrutin face au All People's Congress, parti au pouvoir qui a investi l'ancien gouverneur de Lagos, Bola Tinubu, comme porte-étendard. Le Nigeria connaîtra-t-il une nouvelle alternance politique? Réponse le 25 février 2023. L'actualité, c'est aussi l'insécurité qui reste vive dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 17 juin, au moins un soldat congolais a été tué dans la ville de Goma. Le militaire serait décédé après un échange de tirs survenu au poste frontière de la Petite Barrière. Pour l'heure, le bilan humain est encore provisoire. Sur les réseaux sociaux, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, affirme que les services habilités sont mis à contribution pour faire lumière sur cet incident. Un incident qui risque d'envenimer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces derniers jours, la tension entre les deux pays était montée d'un cran face aux affrontements entre l'armée congolaise et le M23 dans l'Est congolais. Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rébellion. Une insécurité qui a poussé le président kényan, Uhuru Kenyatta, à appeler au déploiement d'une force régionale pour stabiliser la zone. Il faut dire que les tensions entre les deux États sont telles que le Conseil
Conseil supérieur de la défense congolais appelle à la suspension de tous les accords et conventions conclus avec le Rwanda. Écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Les Seychelles célébreront le 29 juin prochain leur fête nationale. Pour l'occasion, retour sur les initiatives prises par l'archipel pour assurer sa transition numérique. Face à une demande en connectivité à haut débit croissante, les Seychelles avaient d'ailleurs installé en mars dernier un nouveau câble sous-marin de fibre optique. Une avancée qui devrait se traduire par une réduction du coût de l'accès à Internet. Les détails avec Nathalie Mou. La pandémie de Covid-19 qui a ralenti l'activité économique des Seychelles a fait prendre conscience au gouvernement de l'intérêt d'une transition numérique dans le pays. Des perspectives de la Banque africaine de développement indiquent que l'inflation qui devrait baisser à 6,41% en 2022 et 1,5% en 2023 avec l'amélioration de la situation des chaînes d'approvisionnement sera notamment portée par la finance numérique et les TIC dont la croissance attendue est de 7% cette année. L'industrie des services financiers des Seychelles est en plein essor grâce à l'adoption de nouvelles innovations numériques de pointe telles les fintech et la blockchain. L'autorité des services financiers des Seychelles est aujourd'hui renommée avec une vision claire pour assurer la transformation et la croissance de ce secteur pour répondre aux besoins de nos investisseurs. Aux Seychelles, la transformation numérique est confrontée au défi de la connectivité et du coût d'Internet. Le gouvernement a appelé les fournisseurs locaux d'accès à réduire de 10% le prix de la connexion à Internet. De plus, l'archipel séchellois est connecté au câble par fibre optique PIS, capable de transmettre plus de 16 terabits de données par seconde. Jusqu'à présent, le département des technologies de l'information et de la communication a suivi des mesures visant à accroître la concurrence en ce qui concerne les fournisseurs d'accès à Internet pour faire baisser les prix. L'économie numérique exigera que la majorité des citoyens du pays aient accès à des connexions Internet abordables et de bonne qualité. Le système financier des Seychelles sera entièrement numérique d'ici 2023. Pour faire face au choc économique actuel, guerre russo-ukrainienne et changement climatique, les Seychelles veulent numériser l'ensemble des services. La transformation numérique que choisit le gouvernement vise à augmenter l'efficacité gouvernementale et la productivité économique de l'archipel. À Madagascar, les habitants sont régulièrement confrontés à des coupures d'eau. Pour résoudre ce problème, la Banque mondiale va débourser 220 millions de dollars au profit de la Grande Île. Avec cette enveloppe, plus de 500 000 personnes devraient bénéficier d'un meilleur accès à l'eau potable dans la zone du Grand Antananarivo. Joël Ballot. À Madagascar, seulement 11,87% des familles, pour une population estimée à 28 millions en 2020, ont accès toute l'année à une source d'eau potable. L'eau étant une denrée rare, le gouvernement malgache, soutenu par la Banque mondiale, a obtenu un financement de 220 millions de dollars pour le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable dans cette ville du pays.
Madagascar fait face à une crise de l'eau et d'assainissement étant donné son extrême vulnérabilité aux impacts du changement climatique et aux chocs météorologiques, comme en témoignent les récents cyclones. Ce projet sera essentiel pour réduire l'exposition de la population à l'eau non potable, améliorer les installations sanitaires et l'hygiène dans le pays. Sur la grande île, 54,4% de la population au niveau national bénéficie de l'eau et 12,3% de l'assainissement. Améliorer l'accès à l'eau potable à Antananarivo, la capitale, ainsi que dans certaines villes secondaires du pays, constitue le principal objectif du gouvernement. Aussi, à travers le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, les autorités malgaches entendent augmenter la production d'eau du Grand Antananarivo de 20%, reconstruire les infrastructures affectées par la série de cyclones. Nous savons que la population dessous du seuil de pauvreté a augmenté, notamment avec ces chocs qui ont eu lieu au niveau de la crise sanitaire qui a immobilisé le pays pendant plusieurs années. On s'interroge sur toute la logistique, les installations techniques et aussi il faut associer à cela une volonté politique. À Madagascar, les latrines insalubres ou partagées sont à l'origine de la perte de 201 milliards d'arias malgaches chaque année. Aussi, grâce au projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, c'est plus de 12 millions de malgaches qui vont bénéficier d'un meilleur assainissement, de la réduction de l'exposition de la population à l'eau non potable, de l'amélioration des installations sanitaires dans le pays. Un mot de sport à présent avec la préparation des sélections à l'approche de la CAN féminine. Le Sénégal et le Cameroun ont disputé ce 15 juin un match amical. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul. Score final 2-2. On fait le point avec José Douglas. Les Sénégalaises ou encore les Lions de la Teranga ont choisi Douala au Cameroun pour démarrer leur préparation avec une double confrontation en match amical contre les Lions indomptables et se sont neutralisés 2 buts partout lors du premier match. Le troisième match de préparation des Lions du Sénégal aura lieu le mercredi 22 juin contre la Guinée-Bissau. Le Sénégal n'a pris part qu'à une seule phase finale de la CAN féminine, celle de 2012 en Guinée équatoriale. Parmi les 22 joueuses, nous retrouvons Mama Diop qui vient de signer un contrat en faveur de l'Olympique de Marseille en D2 française. Il y a aussi Malado Diallo qui évolue dans les sélections U17, U20 et senior du Sénégal cette année. Quant à l'équipe des Lions indomptables, elle sera en France à partir du lundi 20 juin pour affronter l'équipe de France lors d'un match amical le samedi 25 juin 2022 à 21h10 au stade Pierre-Brisson à Beauvais. À noter aussi que la CAF a dévoilé la liste des arbitres de la CAN féminine Total Energy 2022. L'Afrique a fait de sérieux progrès dans le développement des femmes arbitres. Cette liste finale comprend actuellement les meilleurs du continent. Il nous a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Les nombreux cours et formations que nous avons organisés nous ont aidés à prendre la décision finale. La Rwandaise Salima Mukansanga, entrée dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations en devenant la première femme à arbitrer un match de la compétition, est récemment sélectionnée comme seule femme arbitre du continent pour la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, est en tête de la liste aux côtés de Boukra Kaoubi du Maroc et Karine Atezambong du Cameroun. Il était essentiel pour nous de miser sur la qualité supérieure, l'arbitrage étant l'une des principales priorités de la CAF. Et pour peaufiner les derniers détails, nous organisons un stage de préparation pour tous les arbitres de la compétition à partir du 25 juin 2022 à Rabat. 40 arbitres ont été retenus pour officier lors de la CAN du 2 au 23 juillet 2022 dans les villes de Rabat et Casablanca. 16 arbitres assistantes et 8 arbitres assistantes vidéo issus de 24 pays. L'actualité sportive, toujours avec le limogeage du sélectionneur de l'Égypte, Ehab Galal. Une décision annoncée ce jeudi 16 juin par la Fédération égyptienne de football. Lors d'une conférence de presse, l'EFA explique, je cite, que les résultats négatifs du sélectionneur égyptien ont précipité son départ. Rappelons que Ehab Galal avait été nommé à ce poste en avril dernier. Cette décision intervient après la défaite de l'Égypte face à l'Éthiopie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Les Pharaons s'étaient incliné sur un score de 2-0. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.